Ses beaux-parents l'ont chassée parce qu'elle était pauvre, ignorant qu'elle avait hérité de la fortune de son défunt père milliardaire. Zola se tenait dehors sous la pluie froide, tenant son bébé contre elle d'une main et un vieux sac déchiré de l'autre. Elle avait les pieds nus, couverts de boue, mais elle ne bougeait pas. Elle se tenait là, les yeux fixés sur le portail fermé. Derrière ce portail se trouvait la maison où elle vivait autrefois avec son mari. Elle s'y sentait comme chez elle, mais maintenant, tout avait changé. Il y a quelques instants, sa belle-mère l'a regardée dans les yeux et lui a dit avec haine: « Les filles pauvres n'ont pas leur place dans les familles riches. » Puis elle a claqué la porte sans réfléchir, sans un regard en arrière. Zola n'a pas pleuré. Ses yeux étaient secs, mais son cœur se brisait. Elle avait épousé Kéasi par amour, non pour l'argent ou le confort, mais l'amour ne la sauvait plus. Après la mort de son mari, ceux qui avaient autrefois prétendu l'accepter avaient révélé leur véritable visage. Ils l'ont chassée comme si elle n'était rien, comme un déchet dans la rue. Personne ne s'est soucié qu'elle ait un nouveau-né dans les bras. Personne n'a proposé son aide. Le tonnerre grondait dans le ciel et une pluie battante trempait ses vêtements. Mais la douleur intérieure était plus forte que n'importe quelle tempête. Elle baissa les yeux vers son enfant, qui dormait paisiblement, ignorant la cruauté du monde extérieur. Zola fit alors une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas cela finir. Elle ne resterait pas brisée. Ils pensaient avoir gagné en la chassant, mais ils ignoraient quelque chose. Quelque chose d'important se préparait. En seulement 3 jours, tout allait basculer. Zola n'était pas la pauvre fille qu'on croyait. Une vérité était en route, une vérité qui allait bouleverser leur monde. Et quand cette vérité surviendrait, ceux-là même qui la traitaient comme une ordure regretteraient chacun de leurs mots, surtout le dernier. Les filles pauvres n'ont pas leur place dans les familles riches. Zola resta un peu plus longtemps devant ce portail, se laissant submerger par la pluie, immobile, silencieuse. Son cœur souffrait. Mais en elle, un feu naissait, un feu silencieux, fort et brillant, qui éclairait le chemin. Elle se retourna lentement et s'éloigna, non pas vaincue, mais avec une force silencieuse, car au fond d'elle-même elle savait qu'elle n'était ni pauvre ni faible. Ils ignoraient qui elle était vraiment, mais ils le sauraient bientôt. Zola avait rencontré Kwesi pendant leur 2e année d'université. Elle était silencieuse, toujours assise au premier rang, concentrée sur ses livres. Zola venait d'un milieu pauvre et bénéficiait d'une bourse. Chaque centime comptait pour elle. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque de l'école et sautait souvent des repas pour économiser. Kwesi, quant à lui, venait d'une famille riche. Il portait de beaux vêtements, conduisait une voiture propre et n'avait jamais à se soucier des factures. Mais contrairement aux autres garçons riches, Kwesi était gentil. Il remarqua le travail acharné de Zola et sa façon d'aider les autres. Un jour, il lui demanda si elle voulait l'aider à porter ses livres. Zola rit, surprise. Personne ne lui avait jamais proposé ça auparavant. Dès ce moment, leur amitié naquit. Ils étudiaient ensemble, partageaient des collations et riaient sous les arbres du campus. Peu à peu, leur amitié s'est transformée en amour. Kwesi se fichait que Zola soit pauvre. Il aimait son sourire, son cœur et sa force. Et Zola l'aimait, non pour son argent, mais pour la façon dont il voyait son âme. Mais leur amour ne réjouissait pas tout le monde. Les parents de Kwesi détestaient ça. Sa mère disait: « Cette fille n'est pas des nôtres. Elle veut notre nom, pas notre fils. » Son père l'avait prévenu: « Si tu l'épouses, n'attends pas notre soutien. » Mais Kwesi s'en fichait. Il se tenait aux côtés de Zola et lui disait: « L'amour me suffit. » Ils se sont donc mariés lors d'une petite cérémonie. Pas de salle luxueuse, pas de grande fête. Juste de l'amour, pur et simple. Après le mariage, la famille de Kwesi a gardé ses distances. Ils n'ont pas accepté Zola, mais ils n'ont pas non plus beaucoup parlé, car Kwesi allait bien. Il avait un bon travail, payait leur petit appartement et s'occupait de sa femme, puis de leur bébé. Sa famille n'aimait pas Zola, mais ne la dérangeait pas non plus. Tant que Kwesi était en vie et maître de la situation. Mais tout a basculé le jour où Kwesi est mort dans un accident de voiture. Le monde de Zola s'est effondré. Elle a perdu sa meilleure amie, son partenaire, son seul soutien. Mais sa douleur ne s'est pas arrêtée là. Sa famille n'a même pas attendu une semaine. Le 7e jour après son enterrement, ils ont révélé leur vrai visage. Ils ont dit à Zola qu'elle n'avait rien à faire avec eux. Ils ont dit des choses terribles, comme « Tu portes malheur, tu n'es qu'une pauvre fille dont on n'a jamais voulu. » Puis ils l'ont jetée avec son bébé, sans honte ni pitié. Zola est restée là, le cœur brisé,
tandis que ceux qu'elle considérait autrefois comme sa famille devenaient des étrangers. Ils ne la toléraient qu'à cause de Kwesi. Maintenant qu'il était parti, ils ne cachaient plus leur haine. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la vie leur réservait une surprise plus grande que toute leur fortune. La vie de Zola a changé à jamais le jour de la mort de Kwesi. C'était un matin pluvieux quand l'appel est arrivé. Un accident de voiture. Kwesi était parti, comme ça. L'homme qui lui avait tenu la main à travers tout, l'homme qui avait promis de vieillir avec elle, était parti trop tôt. Zola plairait jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Elle serrait son bébé contre elle et lui murmurait « Papa ne reviendra pas ». Les jours qui suivirent les funérailles furent difficiles. Zola se déplaçait dans la maison comme une ombre. Elle cuisinait, faisait le ménage et prenait soin de son bébé. Mais son cœur était vide. La famille de Kwesi ne disait pas grand-chose. Ils ne lui ont offert aucun réconfort. Ils ne l'ont pas prise dans leurs bras ni demandé comment elle allait. Ils sont juste passés devant elle comme si elle était invisible. Mais Zola est restée forte. Elle croyait avoir encore sa place dans ce foyer, car elle était la femme de Kwesi. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Exactement 7 jours après l'enterrement, Zola se rendit au marché pour acheter de la nourriture. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle utilisa le peu qu'elle avait pour acheter du pain, du lait et quelques légumes pour elle et son bébé. Elle rentra chez elle à pied, fatiguée mais pleine d'espoir. Mais en arrivant au portail, son cœur se serra. Toutes ses affaires étaient dehors. Ses vêtements, les jouets de son bébé, et même le vieux matelas sur lequel il dormait. Tout a été jeté à la poubelle. Les voisins ont regardé fixement. Certains ont secoué la tête avec pitié. Zola laissa tomber le sac de nourriture et se précipita vers le portail. Elle frappa fort et cria « Maman, ouvre, s'il te plaît. » Qu'est-ce passé-t-il? Sa belle-mère apparut, le regard froid qui la fixait. « Tu portes malheur » dit-elle sans émotion. « Depuis que tu es arrivé dans cette famille, le chagrin t'accompagne. Tu n'as rien à faire ici. » Avant que Zola puisse parler, le portail lui claqua au nez. D'un seul coup, elle ne faisait plus partie de la famille. Zola resta figée, son bébé pleurant dans ses bras. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne vint à son secours. Pas même un membre de sa famille. Elle n'avait ni travail, ni logement, ni argent, et personne à appeler. Le ciel s'assombrit, et son monde aussi. Zola ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Ses larmes s'étaient taries dès qu'il l'avait jetée dehors comme si elle n'était rien. Elle était assise par terre froide, près de ses affaires, serrant fort son bébé dans ses bras. Elle avait tout perdu en une semaine. Son mari, sa maison, son espoir. Mais au fond d'elle, une voix douce lui murmurait « Ce n'est pas la fin ». Elle ne savait pas comment, mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Son histoire n'était pas terminée. Pas encore. Zola avait toujours cru que son père était un simple pêcheur. Sa mère racontait qu'il était mort dans un accident de bateau alors que Zola n'avait que 5 ans. Ils vécurent pauvres mais heureux, et Zola gardait ce petit souvenir d'un homme bon qui sentait la mer. Après la mort de sa mère, cette histoire était tout ce qu'elle avait, jusqu'à ce que tout bascule de la façon la plus inattendue. Après avoir été chassée par sa belle famille, Zola n'avait nulle part où aller. Elle a erré dans les rues pendant des jours, portant son bébé sur le dos. Elle a finalement trouvé refuge dans l'enceinte d'une ancienne église. Ce n'était pas grand-chose, juste un coin avec un banc cassé et un toit qui fuyait, mais c'était sec et calme. Elle serrait son enfant contre elle tous les soirs, priant pour qu'on l'aide, ignorant que sa vie allait basculer. Un matin froid, un vieil homme en costume marron entra dans la propriété. Il regarda autour de lui et aperçut Zola. Elle se leva brusquement, nerveuse et incertaine, mais l'homme sourit doucement et demanda « Êtes-vous Zola ?» Elle hocha lentement la tête. Il fouilla dans son manteau et en sortit une vieille enveloppe, scellée à la scie rouge. « J'ai attendu 22 ans pour vous remettre ceci, » dit-il. Les mains de Zola tremblèrent lorsqu'elle prit la lettre. L'homme se présenta comme étant Maître Adeyemi, un avocat à qui la lettre avait été remise par la défunte mère de Zola avant sa mort. « Ta mère m'a fait promettre de te retrouver quand le moment serait venu, » dit-il, « et maintenant, c'est le moment. » Zola s'assit sur le banc et ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main de sa mère. En lisant, son cœur s'emballa. La lettre révélait un secret que sa mère avait gardé secret toute sa vie. Le vrai père de Zola n'était pas pêcheur. Il s'agissait de Kisholm Zubri, le milliardaire discret qui bâtit un empire dans l'immobilier, le pétrole et la finance.
Il mena une vie privée et s'éteignit discrètement, laissant derrière lui un héritier, non pas un fils, ni un neveu, mais une fille, Zola. Les larmes montèrent aux yeux de Zola lorsqu'elle termina sa lecture. Sa mère écrivit « Ton père n'était pas seulement un homme, c'était une tempête, puissante, sage et pleine de mystères, et il t'a choisi, Zola, pour perpétuer son nom. » Zola leva les yeux vers M. Adeyemi, d'une voix à peine murmurée. « Pourquoi moi ?»« Parce que, dit-il avec un sourire bienveillant, il a vu en toi quelque chose que le monde n'a pas vu, et maintenant le monde est sur le point de le voir aussi. » Zola serra la lettre contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose de plus fort que la tristesse. Elle sentit de la force. Elle sentit l'espoir. Sa vie n'était plus entre les mains de ceux qui l'avaient abandonnée. Elle ne faisait que commencer. Zola n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un grand bâtiment rutilant, un endroit rempli de hautes baies vitrées, de sols cirés et de gens sérieux en costume. C'était Zubri Holding, l'entreprise que son père avait fondée. Mais elle venait seulement d'en découvrir l'existence. Elle était nerveuse, serrant son bébé contre elle, avec l'impression de ne pas être à sa place. Autour d'elle étaient assis de nombreux inconnus, hommes et femmes vêtus de vêtements coûteux, le visage grave, qui l'observaient attentivement. L'avocat qu'il avait trouvé, maître Adeyemi, l'a conduite dans une grande salle appelée la salle de réunion. À l'avant, étaient assis les principaux dirigeants de l'entreprise, les membres du conseil d'administration. Certains furent surpris de voir Zola. Ils chuchotaient entre eux, se demandant si elle était vraiment la fille secrète de Kisholm Zubri. Mais l'avocat dit fermement « Voici Zola, l'unique héritier ». Puis la lecture du testament commença. Une voix douce et respectueuse se fit entendre. Il racontait comment Kisholm Zubri avait travaillé dur toute sa vie, bâtissant une immense entreprise à partir de rien. Il était prudent, intelligent, et ne voulait jamais que le monde connaisse sa famille secrète. Mais il avait laissé des instructions importantes. Le testament stipulait que chaque action de la société, chaque parcelle de terrain, chaque compte bancaire était placé dans un fonds fiduciaire spécial. La clé pour l'ouvrir était le 25e anniversaire de Zola. « Elle vient d'avoir 25 ans, dit doucement M. Adeyemi en regardant Zola avec un sourire. La confiance lui appartient désormais. » Le cœur de Zola battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle regarda autour d'elle. Les membres du conseil la fixèrent, certains surpris, d'autres en colère, d'autres encore discrètement impressionnés. C'était plus que de l'argent, c'était du pouvoir. L'homme qui ne l'avait jamais connue avait tout préparé pour qu'elle puisse prendre le contrôle. Elle ressentait le poids de l'instant. Elle n'était plus la pauvre femme qui se tenait pieds nus devant son manoir sous la pluie. Elle était désormais propriétaire de l'une des plus grandes entreprises du pays. Elle détenait non seulement la richesse, mais aussi la chance de changer sa vie, et peut-être celle de beaucoup d'autres. Quelqu'un lui demanda « Êtes-vous prête à assumer cette responsabilité ?» Zola baissa les yeux vers son bébé, puis reporta son regard sur la salle de réunion. Une force calme emplit sa voix. « Oui, je suis prête. » La salle s'emplit d'un silence respectueux. Zola comprit que c'était son nouveau départ. L'héritage de son père lui appartenait désormais. La jeune fille qu'ils avaient autrefois ignorée était désormais une femme puissante, riche et dotée d'un avenir inébranlable. À cet instant, tout a basculé. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Zola avait appris son héritage. Entre-temps, elle avait changé. Elle n'était plus la pauvre jeune femme jetée sous la pluie. Elle se tenait maintenant grande, vêtue d'une soie douce qui scintillait doucement sous le soleil. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et son regard exprimait une confiance sereine. Ce n'était plus la même Zola qui serrait autrefois son sac déchiré devant la grille du manoir. La grande demeure, d'où sa belle-mère l'avait chassée, était désormais le lieu où Zola allait tenir une importante réunion d'affaires. La maison même qui lui avait un jour fermé ses portes allait à nouveau entendre sa voix. Dans le grand hall, de nombreuses personnalités s'étaient réunies pour une présentation d'investissement. Ils étaient là pour parler d'argent, de contrats et d'avenir. La salle était pleine de pouvoir et de richesse, et l'atmosphère vibrait d'attente. Soudain, les lourdes portes s'ouvrirent et tous les regards se tournèrent pour voir qui entrait. C'était Zola. Elle traversait la pièce d'un pas assuré et régulier. Les murmures s'amplifiaient. Certains semblaient surpris. D'autres n'en croyaient pas leurs yeux. Au fond de la pièce, debout près de la grande cheminée, se tenait son ancienne belle-mère. Le visage de la femme pâlit et sa bouche s'ouvrit,
mais aucun mot ne sortit. Finalement, elle halta et murmura « Toi ?» Zola s'arrêta et sourit doucement, mais il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Sa voix était calme et posée lorsqu'elle répondit « Oui, c'est moi. » Elle regarda autour d'elle les membres du conseil d'administration et les hommes d'affaires. Puis son regard se posa à nouveau sur la femme qu'il avait un jour chassée. « Je suis venu ici pour acheter la maison », dit clairement Zola, non pas pour me venger, mais pour la saisir. Le silence se fit dans la salle. Chacun attendait de voir ce qui allait se passer. Sa belle-mère peinait à trouver ses mots, mais ne pouvait que la fixer. Elle savait qu'elle avait perdu. Celle qu'elle appelait autrefois personne était désormais maîtresse de leur monde, de leur argent, de leur terre, de leur avenir. Les mots de Zola n'étaient pas durs, mais ils étaient porteurs de force. Elle n'était pas là pour punir ou humilier. Elle voulait tourner la page et passer à autre chose. Nombreux étaient ceux dans la salle qui respectaient le calme et la grâce de Zola. D'une jeune fille effrayée et rejetée, elle était devenue une femme forte, maîtresse de son destin. Ce jour marqua un nouveau départ, non seulement pour Zola, mais pour tous ceux qui doutaient d'elle. Elle montra au monde qu'être mis à l'écart ne signifiait pas la fin. Cela signifie une chance de s'élever au-delà de toute attente. Avec une confiance tranquille et un cœur solide, Zola était revenu, non pas comme personne, mais comme quelqu'un que personne ne pouvait ignorer. Après avoir pris le contrôle de l'entreprise et des biens de son père, Zola pensait que le plus dur était passé. Mais elle a vite compris que devenir riche n'était pas seulement une question d'argent. C'était un combat auquel elle ne s'attendait pas. Presque aussitôt, des gens étranges ont commencé à apparaître, se faisant appeler ses cousins. Ils prétendaient faire partie de la famille Zubri et prétendaient avoir droit à une part de l'héritage. Mais Zola ne les connaissait pas, et au fond, elle sentait qu'ils ne cherchaient que l'argent. Ses faux cousins voulaient s'emparer de son bien, et ils étaient prêts à se battre pour l'obtenir. Au même moment, dans la salle de conseil de l'entreprise, des hommes puissants en costume coûteux murmuraient dans son dos. Tels des loups, ils guettaient le moment propice pour attaquer. Ils ne voulaient pas que Zola réussisse. Certains voulaient la piéger et la pousser à commettre des erreurs. D'autres voulaient prendre sa place à la tête de l'entreprise. Zola sentait leur regard scruter chacun de ses faits et gestes. Il était clair qu'il la considérait comme une menace et qu'il ne reculerait devant rien pour la destituer. Mais le combat ne s'est pas arrêté là. La famille de son défunt mari a également pris une décision choquante. Ils ont tenté de lui enlever son bébé, affirmant qu'il appartenait à leur famille. Ils voulaient l'utiliser pour contrôler la succession de Zola, espérant qu'en obtenant des droits sur le bébé, ils pourraient s'emparer de tout ce que Zola avait gagné en travaillant dur. Cela a profondément blessé Zola, car il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de sa famille, de la sécurité de son enfant et de son propre avenir. Beaucoup pensaient que Zola aurait peur. Ils pensaient que, partant de rien, elle abandonnerait facilement. Mais ils avaient tort. Zola avait quelque chose qu'il n'avait pas. Elle avait ressenti de la douleur et du manque. Elle avait vécu sans confort ni privilège. Et malgré tout, elle avait appris à être forte. Fola refusai de cet aire. Elle a riposté avec courage et sagesse. Lorsque de faux cousins ont tenté de la piéger, elle a eu recours à des avocats et à des preuves pour démontrer qu'il n'était pas de sa famille. Lorsque les loups du conseil d'administration ont tenté de mentir et de comploter, elle est restée calme et a pris des décisions judicieuses qui lui ont permis de garder le contrôle. Et lorsque la famille de son mari a menacé son enfant, elle est restée ferme et a protégé ce qui lui appartenait. Elle n'était pas seulement une femme qui avait hérité de l'argent. C'était une battante qui avait survécu à des tempêtes pires que n'importe quelle bataille de conseil d'administration. Sa force venait des épreuves qu'elle avait traversées, ce qui la rendait courageuse. L'histoire de Zola allait bien au-delà de la richesse. Elle parlait de courage, de justice et de capacité à se défendre, même quand le monde semble contre soi. Dans ce combat plus vaste, Zola a montré à tous que le véritable pouvoir ne vient pas de la richesse, mais du cœur et de la volonté de ne jamais abandonner. Zola avait toutes les raisons d'être en colère. Elle avait été chassée de chez son mari comme une ordure. Elle avait dormi sur le sol d'une église. Elle avait pleuré dans le noir, serrant son bébé contre elle, se demandant comment elle survivrait. Mais lorsque la fortune lui sourit enfin, lorsqu'elle devint l'héritière d'un grand empire, elle ne choisit pas la vengeance. Elle a choisi quelque chose de plus grand. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle revienne et prenne tout ce qu'elle avait laissé à ceux qui l'avaient blessée. Ils pensaient qu'elle les chasserait de chez eux, comme ils l'avaient autrefois chassée. Mais Zola ne voulait pas de ça.
Elle croyait que la douleur ne devait pas être recyclée. Elle ne voulait pas devenir comme ceux qui avaient ri de ses larmes. Au lieu de cela, Zola a utilisé sa fortune pour réaliser quelque chose de beau. Elle a pris une grande partie de son patrimoine et a créé quelque chose de nouveau, le Women's Upliftment Trust. Ce n'était pas seulement un nom. C'était un foyer, un refuge et un nouveau départ pour les femmes abandonnées, comme elle autrefois. Des veuves, des mères célibataires et des jeunes filles rejetées par la société ont retrouvé l'espoir grâce à Zola. Elle construisait des maisons où les femmes pouvaient dormir paisiblement. Elle fournissait nourriture, vêtements et éducation à leurs enfants. Elle lançait des programmes de formation pour que ces femmes puissent acquérir des compétences et trouver un emploi. Zola a veillé à ce qu'aucune femme n'ait plus jamais à dormir dans l'enceinte d'une église avec un bébé affamé dans les bras, comme elle le faisait autrefois. Sa gentillesse est répandue comme une traînée de poudre. Ceux qui ignoraient autrefois son histoire la partageaient désormais avec fierté. Les journalistes venaient de loin pour lui parler, mais elle disait toujours la même chose. Je ne fais pas ça pour être célèbre. Je le fais pour que personne d'autre n'ait à subir ce que j'ai vécu. Les journaux commencèrent à la surnommer l'héritière renaissante de la poussière. Elle devint un symbole de grâce et de force. Les filles commencèrent à appeler leur fille Ola. Elle a montré au monde qu'être puissant ne signifiait pas être cruel. Il s'agissait d'aider les autres à progresser. Même ceux qui la haïssaient autrefois ont commencé à la respecter. Son ancienne belle-mère, celle-là même qui lui avait un jour claqué la porte au nez, regardait en silence le monde louer Zola. Mais Zola ne lui a jamais adressé de regard haineux. Elle n'en avait pas besoin. Son succès en dit plus long que n'importe quel mot. Zola a prouvé que la grâce est plus forte que la vengeance. Elle s'est relevée de la douleur, mais elle n'a pas laissé celle-ci endurcir son cœur. Au lieu de cela, elle l'a utilisée pour construire une nouvelle voie, pour elle-même et pour les autres. Ce faisant, elle est devenue plus que riche. Elle est devenue inoubliable. Les années avaient passé. Zola était devenue un nom que tout le monde connaissait et respectait. Elle n'était plus la pauvre fille qui pleurait sous la pluie, son bébé dans les bras, devant le portail d'une maison qui n'était pas la sienne. Elle possédait désormais des immeubles, dirigeait des entreprises et aidait des centaines de femmes à s'épanouir. Elle avait bâti une vie glorieuse et n'avait jamais regretté son choix. Jusqu'à ce qu'un après-midi tranquille, on frappe à la porte de son bureau. Son assistante l'ouvrit et se figea. Debout, vêtue de vêtements usés et paraissant beaucoup plus âgée qu'avant, se tenait la femme que Zola ne s'attendait plus à revoir. Sa belle-mère. La même femme qui lui avait dit un jour que les filles pauvres n'avaient pas leur place dans les familles riches. Elle se tenait là, les yeux gonflés, les mains tremblantes. Sa voix était douce, presque un murmure. « S'il te plaît, je sais que je t'ai blessé, mais mon petit-fils me manque. Je n'ai plus rien. Je suis venu demander de l'aide. » Zola la regarda calmement. La femme qui l'avait autrefois détruite était désormais brisée. Il aurait été facile de rire ou de lui fermer la porte au nez. Mais Zola n'était plus la même. Elle avait grandi, non seulement en richesse, mais aussi en cœur. Elle demanda à son équipe de lui apporter à manger. Elle lui tendit des vêtements propres. Puis, sans un mot, elle emmena sa belle-mère au parking et lui donna les clés d'une voiture. « C'est à toi, dit-elle. Utilise-le pour reconstruire ta vie. » La vieille femme leva les yeux, perplexe. « Tu m'aides, après tout ce que j'ai fait. » Zola hocha la tête. « Oui, mais aider ne signifie pas que je te laisse revenir. » Les larmes montèrent aux yeux de la femme. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Zola l'arrêta doucement. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, » dit Zola. « Mais pardonner ne signifie pas toujours renouer des liens. Tu me l'as appris en fermant ton portail sur moi et mon bébé. Je ne suis plus cette fille. » La femme prit lentement les clés et la nourriture, puis s'éloigna sans un mot. Zola se tenait là, la regardant partir, sans ressentir de haine, seulement de la paix. Elle était guérie. Elle avait tourné la page. Et elle avait prouvé que sa force ne venait pas de la vengeance, mais de sa capacité à rester gentille, même après avoir été brisée. Ce jour-là, beaucoup la voyaient comme une reine. Mais Zola se fichait du titre. Elle ne se souciait que de s'être enfin choisie. Et cette fois, personne ne pourrait lui enlever sa valeur. La maison qui avait autrefois chassé Zola, qui lui avait claqué son lourd portail au nez alors qu'elle se tenait pieds nus sous la pluie avec son bébé. Oui, ce même manoir n'était plus ce qu'il était. Il avait changé. Les fleurs refleurissaient, les murs étaient fraîchement repeints, et les éclats de verre qui lui faisaient mal aux pieds avaient disparu.
Mais le plus grand changement ne se produisait pas à l'intérieur de la maison. Il se situait sur le portail. Un panneau flambant neuf était désormais fièrement accroché à l'entrée. On pouvait y lire « Zola Haven ». La même porte qui claquait autrefois sous l'effet de la haine s'ouvrait maintenant sous l'effet de l'amour. Mais Zola n'y avait pas inscrit son nom pour exprimer sa puissance ou sa fierté. Numéro. Elle l'a fait pour marquer le moment où sa vie a basculé. Ce jour douloureux n'était pas sa fin. C'était son début. Et maintenant, chaque jeune femme qui franchit cette porte ressent cet espoir. À Zola Haven, les rires résonnent dans les salles. C'est un lieu sûr pour les mères célibataires, pour les filles qui ont été repoussées, pour les femmes à qui on a dit qu'elles n'avaient pas leur place. On y trouve des lits, des livres, des soins pour bébés, et surtout, un sentiment d'appartenance. Zola s'en est assurée. Elle voulait que chaque femme sache qu'elle n'est pas ce qu'ils jettent, mais ce qui s'élève quand ils le font. Le personnel n'appelle pas les femmes par leur numéro ou leur cas. Il les appelle par leur nom, avec gentillesse et respect. Parce que Zola se souvient de ce que c'était que d'être traitée comme une moins que rien. Et elle avait juré que personne d'autre ne ressentirait cela sous son toit. On lui demande souvent « Pourquoi construire ici? Pourquoi ne pas démolir cet endroit et l'oublier ?» Elle sourit toujours et répond « Parce que c'est ici que je suis tombée et que j'ai choisi de m'élever. » Elle n'a pas effacé son passé. Elle l'a transformé. Elle n'a pas détruit la porte. Ils l'ont polie et y ont inscrit son nom. Un symbole, non pas de vengeance, mais de renaissance. Non pas d'ego, mais d'empathie. Aujourd'hui, les journalistes parlent de Zola Haven. Les chaînes de télévision couvrent son succès. Des gens du monde entier font des dons et apportent leur soutien. Mais Zola ne se laisse jamais prendre au sérieux. Elle est toujours la même petite fille qui pleurait autrefois sur les marches de l'église, serrant son bébé contre elle. La seule différence, c'est qu'elle a maintenant des clés au lieu de questions. Puissance, mais toujours humilité. Et un cœur encore plus fort qu'avant. Elle franchit le portail chaque matin, touche délicatement le panneau et murmure. À chaque fille qui pensait avoir terminé, vous ne faites que commencer. Et la porte qu'il avait autrefois fermée s'ouvre désormais à toutes les femmes qui ont besoin d'une seconde chance. Si cette histoire vous a touché, ne la faites pas défiler sans la partager. Faites-le savoir à quelqu'un, votre douleur n'est pas la fin. C'est le début de votre ascension. Laissez un commentaire si vous croyez aux secondes chances. Partagez ceci pour inspirer une femme qui se sent oubliée. Sauvegarde ça. Tu en auras peut-être besoin un jour.